Bonjour, nous sommes le 13 février, il est environ 18 h, il fait un froid de canard, nous sommes à -5, température ressentie, il y a beaucoup de vent, -12. Donc nous allons faire une vidéo assez courte. Goliath n'a pas de problème, et moi sans gants, c'est quand même un peu compliqué. Donc, je vous prolonge aujourd'hui les explications concernant le bon choix, la bonne sélection des graisses. Et nous avons consacré la capsule spéciale numéro 3, si je me souviens bien, il y a quelques semaines, aux graisses animales essentiellement, c'est de ça dont on a parlé. Et je vous ai présenté brièvement les graisses végétales, mais je vais développer aujourd'hui les renseignements pour vraiment faire vos choix les plus judicieux. Et il y a énormément, encore une fois, de mythes obscurs, ce que j'appelle les mythes urbains, des dogmes ridiculement idiots, ça m'énerve toujours. Et alors du marketing mensonger. Le problème, c'est que les gens ne se rendent pas compte que le marketing peut être mensonger. Il n'est pas nécessairement, mais il peut l'être, et ils croient tout ce qu'on essaie de leur faire gober. Ça m'a toujours sidéré, ça. Parce que cette histoire d'huile de pépin de raisin, oui, qui est parfaite pour les fritures, mais c'est une arnaque gigantesque. L'huile de pépin de raisin ne peut pas être chauffée. Oubliez-moi ça tout de suite. L'huile de pépin de raisin, ok, bon, elle a certainement des antioxydants, parce qu'il y en a dans les pépins de raisin, tout ce qu'on veut. Eh bien, vous pouvez la consommer crue, mais vous ne pouvez pas la cuire. En fait, les huiles végétales qu'on peut cuire sont très rares. Il y a, en tout et pour tout, l'huile d'olive, qu'on peut chauffer jusqu'à 160 degrés, 170, 170 à la rigueur. Enfin, moi, je règle plutôt 150 degrés quand c'est au four, pour être certain de ne pas abîmer mon huile d'olive. Je regarde derrière moi parce qu'on est sur une petite route. Bon, pas survivre longtemps sur cette route, je vais vous dire. Je vous ai choisi cette heure-ci parce qu'on me dit que l'heure du coucher du soleil, c'est le moment idéal pour avoir une bonne luminosité. Alors vous avez la luminosité, mais moi j'ai les engelures qui me gagnent. Bon, ne nous plaignons pas. Donc ces huiles végétales ne peuvent pas être cuites. Vous pouvez me les citer toutes, elles ne peuvent pas être cuites, exception huile d'olive. L'huile d'avocat, qui est assez proche de l'huile d'olive, peut être chauffée également un peu dans les mêmes eaux. Bon, c'est pas bien de parler des eaux quand il s'agit d'huile. Oh, on a une voiture. Donc dans la même gamme de température. Alors ce qui peut absolument être chauffé, et là vous êtes vraiment à l'aise, c'est l'huile de coco. Attention, l'huile de coco, contrairement à toutes les huiles végétales, ne convient pas aux patients qui ont des problèmes de cholestérol. Et faites attention quand vous avez un génotype ApoE4, parce que vous êtes plus sujet aux problèmes de cholestérol. Donc l'huile de coco, ce n'est pas pour tout le monde. Mais quand vous pouvez en prendre, elle convient très très bien pour cuire, parce qu'elle ne s'abîme vraiment pas. Vous pouvez y aller, franchement, 250 degrés, j'imagine, on ne sait plus trop à cette température-là. Pas de problème avec l'huile de coco. Et donc, quand il faut une cuisson plus rapide, que vous ne savez pas obtenir avec l'huile d'olive, puisque l'huile d'olive, si vous commencez à entendre des frémissements, des frétillements, et a fortiori si vous voyez des premières éclaboussures, l'huile d'olive, elle s'abîme là. Vous produisez de l'acide élaïdique, qui est un acide gras trans très très nocif. Donc soyez prudent avec l'huile d'olive. Et donc si vous êtes en grande urgence et qu'il faut absolument cuire votre truc dans une poêle en 5 minutes, il vaut mieux mettre l'huile de coco si vous avez droit à l'huile de coco. Ok ? Et aucune des autres huiles végétales ne convient, et ça sert à rien de me relancer. Ah oui, mais alors, et celle-ci, on me dit que c'est très bon, l'huile de noix. Oui, l'huile de noix est très bonne.
mais pas pour cuire. Alors justement, pour parler de l'huile de noix, voilà une huile qui peut être excellente, mais qui est très fragile. Et donc la règle d'or pour toutes ces huiles végétales, c'est de faire très attention à ce qu'elles ne soient pas oxydées au moment de la production, au moment de la pression, hein, de ce qui sert à faire l'huile, des graines, des oléagineux, quel que soit, ou des olives, hein, c'est toujours la même chose. Donc des pressions à froid, des huiles de qualité, idéalement biologiques. Certainement pour l'huile d'olive, je crois que c'est indispensable. Oula. Bon, il se passe des choses ici. Attendez. Oui, c'est quand même toujours délicat, hein. À peu près morcelé ici. Voilà, peut-être que le programme me dit que le smartphone n'était plus équilibré. Alors voilà, oui, je rattrape, hein. Je commence à maîtriser cette technologie absolument infernale. Bon, on est reparti. Donc, des huiles de première pression à froid, tout ça veut dire la même chose. Pourquoi à froid? Parce que si on met des grandes pressions, ça chauffe l'huile et on la détruit, on l'abîme, on crée des acides gras trans. Alors, première pression, parce que ça sous-entend que vous n'avez pas exercé une pression très élevée, donc que ça n'a pas été très chauffé. Mais si vous repassez les mêmes olives, par exemple, avec une deuxième pression, c'est une pression par définition plus élevée. Et donc, vous vous retrouvez avec une huile d'olive qui est dénaturée et qui est toxique, parce que ce sont des acides gras trans. Voilà, donc la qualité des huiles est très importante. Recherchez des productions locales. Je vous ai déjà montré dans d'autres vidéos mes sources d'huile d'olive. Bon, figurez-vous, c'est vraiment le destin. Il y a un quart d'heure d'ici, juste avant de nous mettre en route, je suis tombé à court de cette huile d'olive. J'espère que la commande ne tardera pas. Parce que comment vais-je vivre sans ma bonne huile d'olive? Voilà, ça ce sont les huiles. Bon, je pense avoir dit l'essentiel. Alors, il y a 4 autres grandes sources de graisses végétales. Nous sommes dans les graisses végétales aujourd'hui, ok? Il y a les oléagineux, et on a pu parler de leurs huiles, mais je parle des oléagineux en tant que tels. Toujours penser au beurre d'oléagineux, qui n'ont rien à voir avec le beurre et qui ne contiennent pas de cholestérol. C'est jamais que des oléagineux écrasés, hein, réduits on leur donne une consistance qui ressemble à la consistance du beurre, d'où le terme, mais qui est impropre évidemment, puisqu'il n'y a pas du tout de beurre là-dedans, ni de cholestérol. Donc les beurres d'oléagineux, les beurres de graines et les graines. Troisième grand groupe, donc les huiles, les oléagineux, les graines. Et puis alors 2 grandes familles incontournables, c'est tout ce qui tourne autour de l'olive. Et alors un grand must, c'est la tapenade, qui est une très très bonne manière d'enrichir votre alimentation en graisse avec quand même des protéines, très peu d'hydrates de carbone, voire pas, hein, dans la tapenade, il n'y a pas d'hydrates de carbone. Et ça peut être en apéritif pour vous permettre de prendre une petite gorgée de vin ou de champagne avant le repas. Enfin, champagne, bon, voilà, pourquoi pas, hein, on peut célébrer quelque chose. Et la tapenade d'olive verte, la tapenade d'olive noire, et puis bien entendu les olives vertes, les olives noires, qui s'accommodent à peu près à toutes les sauces. Vous pouvez les mettre dans des cuissons, vous pouvez les mettre dans des salades, vous pouvez jouer sur tous les différents mélanges. Vous savez, maintenant c'est extraordinaire le choix qu'on a dans les huiles, dans les olives préparées avec tout un tas d'épices, hein, ou alors un peu d'ail, un peu d'oignon, des poivrons doux. Il y a une quantité phénoménale
qui viennent du sud de la France, du Maroc, d'Espagne, d'Italie. C'est une merveille. Il y a vraiment pour tous les goûts. Okay, donc pensez à tout ça. Très très sain, très bon pour la santé. Et voilà un autre chien, je vais attendre un peu. Et alors la même chose avec l'avocat. Avec l'avocat, avec l'avocat. Oh, Goliath. Non. Oh, Goliath, non, pas de ça. Oh, gentil. Regarde, il est gentil. Regarde. Ben oui, il est tout jeune. Regarde. Bon, je ne vais pas vous montrer ça parce que je vais encore déstabiliser mon engin. Et oui, le fait de le dire, c'est déjà en train de se passer. Je ne sais pas ce que j'ai. Voilà. Et donc, il faut dire qu'avec le vent qu'il y a, je peux vous dire, je m'en souviendrai de cette session. Et donc, cette huile d'avocat peut convenir aussi, on l'a mentionné tout à l'heure, l'avocat en tant que tel, l'avocat dans les salades, l'avocat comme entrée avec des crevettes, du crabe. Bon, Goliath me fait faire ses petits tours habituels. Donc tout ça est possible. Et puis alors le guacamole. Maintenant le guacamole, les gens me disent toujours oui mais c'est piquant. Bon écoutez, vous pouvez le faire maison, hein, c'est pas bien terrible, c'est jamais que de l'avocat écrasé. C'est du beurre d'avocat, comme tout à l'heure pour les graines et les oléagineux, comme la tapenade, c'est une espèce de beurre d'olive, hein, si vous voulez, on peut mettre le même terme partout. Et ce guacamole plutôt mérite effectivement, c'est un peu fade, hein, l'avocat, mérite d'être un peu agrémenté, mais vous le faites doux, vous le faites pas piquant, hein. Comme un curry peut être doux, et alors ça convient. Je veux pas des currys qui brûlent la bouche parce que ça brûle tout le reste par-delà. Okay, donc, on se retrouve avec 5 catégories. Toujours avoir ça présent à l'esprit. Les huiles, les oléagineux et dérivés, les graines et dérivés, l'olive et ses dérivés, l'avocat et ses dérivés. Donc, on part du grand paradigme selon lequel une grande majorité des gens ne mangent pas assez de bonne graisse dans leur alimentation parce qu'on a été intoxiqué par une mauvaise publicité mensongère vis-à-vis des graisses, parce qu'on pense naïvement, plutôt bêtement on va dire, que le gras est responsable de la prise de graisse, ce qui est franchement débile. Et donc les gens mangent trop peu de graisse et se rabattent sur les féculents parce qu'il faut bien manger quelque chose et que c'est moins cher, à vrai dire aussi, hein, bien entendu. Les féculents permettent de nourrir beaucoup de gens à budget raisonnable, mais bon, si on peut se permettre de ne pas se nourrir de pommes de terre comme on a malheureusement dû le faire en Irlande, hein, au moment des famines, et quand la pomme de terre a été atteinte par le mildiou, eh bien les Irlandais sont morts parce qu'ils mangeaient que ça. Bon, heureusement on a un peu évolué depuis vers des ressources plus variées, et donc c'est une mauvaise idée de vous obséder sur les féculents de manière générale. Il y a des nuances selon votre génotype. Hein, les apos E4 peuvent manger davantage de féculents, mais la plupart consomment quand même trop peu de graisse, trop peu de bonne graisse. Apo E4, attention au cholestérol. Les E3, high fat, low carb, et les E2, very high fat, low carb. Donc il faut des graisses pour tous ces gens-là, d'où toutes ces capsules, hein, qui vous donnent des perspectives, qui vous donnent des solutions. Mais le problème que je vois, c'est que quand mes patients entendent il faut absolument que vous mangiez plus de graisse, je ne sais pas, ils pensent à une mode de beurre, hein, parce que oui, évidemment, ça c'est gras, je ne dis pas, mais ce n'est pas toujours bon pour tout le monde. Le beurre est très bien, mais ça dépend, il faut voir si vous n'avez pas des allergies à la bêta-lactoglobuline, à la caséine, parce qu'il y en a dans le beurre, il n'y en a plus dans le ghee, il y a un peu de lactose dans le beurre aussi, ça peut parfois être